Istanbul, janvier 1914. Un jeune homme est assis derrière un guichet de bois poli dans le hall central des postes impériales ottomanes. Il tient contre sa poitrine un carnet de cuir bordeaux, les doigts de sa main droite tachés d'encre violette, la marque de ceux qui tamponnent des lettres toute la journée. Devant lui, une pile de courriers rédigés en 5 langues différentes: arménien, grec, hébreu, arabe, turc-ottoman. Il les traite tous. Il appose sur chacun d'eux le même sceau impérial. Dehors, la ville gronde doucement. Des muezzins appellent à la prière depuis les minarets. À 2 rues de là, une synagogue prépare le Shabbat. Encore plus loin, une cloche d'église orthodoxe sonne les vêpres. Un seul empire, 3 religions, 5 langues. Et ce jeune homme, avec son carnet bordeaux et ses doigts violets, qui fait tourner la machine. Dans 10 ans, tout cela aura disparu. 600 ans. Et personne n'a vu venir la fin. Ou plutôt, tout le monde l'a vu venir, et personne n'a voulu l'admettre. Alors la vraie question, ce n'est pas quand l'Empire est mort, c'est pourquoi on a laissé faire. Ce jeune homme s'appelle Agop Minsouri. Il a 24 ans, il est arménien, chrétien, fonctionnaire de l'État ottoman, et il tiendra un journal de tout ce qu'il verra s'effondrer autour de lui. En 1914, l'Empire ottoman administre environ 25 millions de personnes sur 3 continents. Parmi elles, 12 millions de musulmans sunnites, mais aussi 2 millions de chrétiens arméniens, 1,8 million de grecs orthodoxes, 500 000 juifs séfarades, des arabes chiites, des druzes, des assyriens, des kurdes. Tous sous le même drapeau, tous payant le même fisc impérial. Beaucoup, comme Agop, portant l'uniforme de l'État. 6 siècles. Pensez-y une seconde. Des dynasties entières ont disparu pendant que l'Empire ottoman tenait. Ce n'est pas de la chance, c'est de la construction. Quelqu'un a pensé ce système, et il a fonctionné bien plus longtemps que quiconque n'aurait osé le prédire. En 1923, elle disparaît en 9 ans. 9 ans pour détruire ce que 600 ans avaient construit. Et le carnet de cuir bordeaux de Agop Minsouri, il survivra. Publié à Istanbul en 1946 sous le titre Armadillo, il documente la dernière décennie d'un monde que personne ne voulait voir mourir, et que presque tout le monde a laissé tuer. Et c'est là que commence vraiment cette histoire. Parce que la vraie question n'est pas comment l'Empire ottoman a survécu 600 ans. La vraie question, c'est pourquoi sa destruction a créé des blessures que nous n'arrivons toujours pas à refermer. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre 3 choses que les manuels scolaires n'enseignent généralement pas. Premièrement, l'Empire ottoman n'a pas survécu 6 siècles malgré sa diversité religieuse et ethnique. Il a survécu précisément grâce à elle. Grâce à un système d'une sophistication politique que les États modernes n'ont jamais réussi à reproduire. Deuxièmement, sa destruction n'est pas le résultat d'une décadence naturelle, c'est le résultat d'une double exécution, une externe, une interne, menée simultanément par des hommes qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. Troisièmement, et c'est la partie que personne ne veut vraiment entendre, les lignes tracées sur les décombres ottomans en 1923 ne sont pas des frontières, ce sont des mèches. Et certaines brûlent encore aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas parler de l'effondrement sans parler de ce qui s'effondrait. Et ce que l'Empire ottoman représentait, vraiment représentait, on l'a oublié beaucoup trop vite. Parce qu'on ne peut pas pleurer quelque chose qu'on n'a jamais vraiment regardé en face. Alors regardons. Revenons en arrière. Pas jusqu'en 1914, beaucoup plus loin, 1453. Mehmed II entre dans Constantinople après 53 jours de siège. La ville tombe un mardi. Le 29 mai pour être précis, et les chroniqueurs grecs notent que les cloches des églises sonnent toute la nuit, comme si elles savaient ce qui arrive. Ce que personne n'avait prévu, c'est ce que Mehmed fait ensuite. Il ne détruit pas les églises, il ne chasse pas les chrétiens. Il nomme un nouveau patriarche orthodoxe, Gennadios Skolarios, et lui garantit, par décret impérial, le droit de gouverner sa communauté selon ses propres lois. 3 jours après avoir conquis la ville, le sultan ottoman devient le protecteur de l'Église orthodoxe grecque. Ce n'est pas de la générosité, c'est de la génie politique. Ce geste de 1453 pose les fondations de ce qu'on appellera le système des millets, du mot arabe « mila », qui désigne une communauté religieuse. L'idée est simple en apparence, révolutionnaire dans l'exécution. Chaque communauté confessionnelle gère elle-même ses affaires internes. Mariage, divorce, héritage, éducation, droit de la famille. Tout cela relève du millet, pas de l'État central. L'État ottoman ne demande qu'une chose en retour, l'impôt et la loyauté.
Les Juifs séfarades expulsés d'Espagne en 1492, 150 000 personnes jetées hors d'Europe par le décret de Ferdinand et Isabelle, arrivent à Istanbul, Thessalonique, Izmir. Le sultan Bayezid II les accueille. On lui prête cette phrase, peut-être apocryphe, mais parfaitement ottomane dans l'esprit. Vous m'appelez un roi sage, vous qui avez chassé vos artisans, vos médecins, vos marchands pour me les envoyer. En 1500, Thessalonique est la ville avec la plus grande population juive du monde. Pas Tel Aviv, pas Jérusalem, Thessalonique, sous drapeau ottoman. Voilà ce qu'est le système des millets à son apogée. Un proto-fédéralisme confessionnel 400 ans avant que le mot fédéralisme n'existe. Mais il faut être honnête, ce système n'est pas une utopie, c'est une hiérarchie. Les musulmans sunnites sont au sommet, ils ne paient pas la djizya, l'impôt de capitation que les non-musulmans doivent acquitter pour exercer leurs droits. Les chrétiens et les juifs sont protégés, mais ils sont des dhimmis, des protégés, pas des égaux. Ils ne peuvent pas témoigner contre un musulman devant un tribunal ottoman. Leurs lieux de culte ne peuvent pas dépasser en hauteur les mosquées environnantes. Ce n'est pas l'égalité, mais c'est la survie. Et pendant des siècles, pour des communautés qui auraient été massacrées ou expulsées en Europe occidentale, la survie, c'est déjà immense. L'historienne Caroline Finkel, dans son ouvrage Osman's Dream, publié en 2005, résume l'équation ottomane avec une précision chirurgicale. L'empire fonctionnait parce qu'il ne cherchait pas à effacer les différences, il les administrait. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas du tout la même chose. Et puis il y a les trois mécanismes que personne n'enseigne vraiment, les trois portes secrètes de la longévité ottomane. La première porte, la flexibilité fiscale. La djizya n'est pas seulement un impôt discriminatoire, c'est aussi un contrat. En la payant, une communauté achète sa protection juridique et son autonomie. Quand l'Empire a besoin d'argent, et il en a toujours besoin, il peut ajuster les taux, accorder des exemptions, négocier avec les chefs de communauté. C'est un système vivant, pas une règle figée. La deuxième porte, la devshirm. Ce mot désigne le prélèvement d'enfants chrétiens, principalement des Balkans, convertis à l'islam et élevés pour servir l'État ottoman. En apparence, c'est brutal. En pratique, c'est l'une des voies d'ascension sociale les plus efficaces de l'Empire. Ibrahim Pacha, le grand vizir le plus puissant du XVIe siècle, était grec de naissance. Sokollu Mehmet Pacha, qui gouvernera l'Empire pendant 15 ans sous 3 sultans différents, était serbe. Le système ottoman cooptait ces minorités plutôt que de les écraser. Il les intégrait au sommet. La troisième porte, et c'est peut-être la plus subtile, la neutralité stratégique du sultan calife. Le sultan est à la fois chef politique et, depuis 1517, calife de l'islam sunnite. Mais il utilise ce titre avec une retenue calculée. Il ne l'impose pas aux chiites, aux juifs, aux chrétiens. Il le brandit quand il en a besoin, le range quand il devient encombrant. C'est une arme diplomatique, pas un dogme vécu. 3 portes, 6 siècles de survie. Mais aucun empire ne dure éternellement. Et ce qui va tuer l'Empire ottoman, ce n'est pas la décadence, ce n'est pas la corruption, ce n'est pas l'islam. C'est quelque chose de beaucoup plus moderne, de beaucoup plus dangereux et de beaucoup plus familier. C'est une idée. L'idée s'appelle le nationalisme. Et elle arrive d'Europe comme une épidémie. Suivez le fil. En 1789, la Révolution française invente quelque chose de nouveau. L'idée que la légitimité politique appartient non pas à un dieu, non pas à un roi, mais à une nation. Un peuple uni par une langue, une culture, une histoire commune. Cette idée traverse les Balkans comme un incendie. La Grèce se révolte en 1821. La Serbie obtient l'autonomie en 1830. La Bulgarie en 1878. Chaque victoire nationale est une amputation ottomane. L'Empire réagit. Il réforme. Entre 1839 et 1876, les tanzimat, les réorganisations, tentent de transformer l'Empire en quelque chose de plus proche d'un État moderne européen. Pour la première fois dans l'histoire ottomane, les sujets non musulmans reçoivent l'égalité juridique formelle devant la loi impériale. Les réformes arrivent, timides, tardives, contestées de l'intérieur. Le genre de changement qui, 30 ans plus tôt, aurait peut-être tout changé. Là, ils ne font que ralentir la chute. Parce que pendant que l'Empire essaie de devenir une nation civique, le nationalisme ethnique, lui, ne veut pas de la nation civique. Il veut la pureté. Il veut la correspondance parfaite entre territoire, langue et sang. Et cette correspondance-là, dans un empire qui a délibérément mélangé les populations pendant 6 siècles, est impossible à atteindre sans violence. Revenons une seconde à Agop Minsouri et à son guichet des postes de janvier 1914. Vous vous souvenez de la question posée au début ?
Qui a tué l'Empire ottoman? La réponse courte, c'est tout le monde, en même temps, pour des raisons différentes. Mais voici ce que la réponse courte ne dit pas. En 1908, les jeunes Turcs prennent le pouvoir à Istanbul. Des nationalistes, des modernisateurs, disent-ils. Avril 1915, leur gouvernement ordonne la déportation de la population arménienne d'Anatolie. Ce qui suit, l'histoire ne l'a pas oublié. Ce que les historiens, dont Eugène Rogan dans The Fall of the Ottomans publié en 2015, documentent avec précision, entre 600 000 et 1,5 million d'Arméniens meurent entre 1915 et 1923. Déportations, massacres, famines organisées. Agop Minzouri survit. Il est à Istanbul, pas en Anatolie. Mais des centaines de milliers de personnes qui ressemblaient à Agop, qui portaient le même uniforme, qui tamponnaient les mêmes lettres dans des villes différentes, n'ont pas survécu. Et voilà où la réponse s'approfondit jusqu'à devenir vertigineuse. Ce n'est pas l'Empire ottoman qui commet le génocide arménien. Ce sont les nationalistes turcs qui ont pris le contrôle de l'Empire ottoman pour le transformer en quelque chose que l'Empire ottoman n'avait jamais été, un État-nation ethnique. L'Empire avait administré les Arméniens pendant 5 siècles. Les nationalistes les ont tués en 8 ans. Ce n'est pas seulement une tragédie, c'est la preuve par le sang que le système des Millets, aussi imparfait qu'il était le seul ciment qui tenait ensemble ce qui ne pouvait pas tenir autrement. Mais il y a une deuxième exécution, externe cette fois. Le 16 mai 1916, 2 diplomates se rencontrent secrètement. Le Britannique Mark Sykes et le Français François-Georges Picot signent un accord qui divise le Moyen-Orient ottoman en zones d'influence. Une ligne tracée à la règle sur une carte, littéralement à la règle, les archives le montrent, qui ignore les montagnes, les fleuves, les tribus, les communautés religieuses, les routes commerciales millénaires. La ligne Sykes-Picot crée les frontières qui deviendront, après 1923, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Palestine mandataire. C'est une réalité géographique non négociable. Ces frontières ne correspondent à aucune logique humaine préexistante. Elles correspondent à des intérêts coloniaux, et elles placent des communautés qui se haïssaient ou qui avaient appris à coexister sous la médiation ottomane dans des États forcés à s'inventer une identité commune qu'ils n'avaient jamais choisie. Voici le fait que je veux que vous reteniez, que vous rembobiniez si nécessaire. Le traité de Sèvres, en 1920, met sur papier quelque chose d'inédit, un État kurde autonome. 3 ans plus tard, le traité de Lausanne remplace Sèvres, la promesse disparaît, comme si elle n'avait jamais existé. Les Kurdes, 25 à 35 millions de personnes, sont le 4e peuple du Moyen-Orient par la taille. En 1923, le traité de Lausanne remplace Sèvres. L'État kurde disparaît. Les Kurdes sont répartis entre la Turquie, l'Irak, la Syrie et l'Iran. 4 États différents, 4 gouvernements qui passeront le XXe siècle à les nier, les réprimer, les massacrer. 25 millions de personnes, effacées d'un coup de plume diplomatique, en 2 ans. Ce n'est pas un accident. C'est le résultat d'une décision politique délibérée. Atatürk voulait un État turc homogène. Les Britanniques voulaient le pétrole de Mossoul. Les Français voulaient le Levant. Personne ne voulait des Kurdes. Et maintenant, regardez ce que nous avons construit sur ces fondations. 2024. Ouvrez n'importe quel journal. La Syrie, un pays dont les frontières ont été dessinées en 1920 par des fonctionnaires français qui n'y avaient jamais mis les pieds. Depuis 2011, une guerre civile qui a tué entre 300 000 et 500 000 personnes selon l'ONU, déplacé 13,5 millions d'individus, soit plus de la moitié de la population pré-guerre, et fragmenté le territoire en zones de contrôle qui ressemblent, de façon troublante, aux anciens milliers ottomans. Les Alaouites ici, les Sunnites là, les Kurdes au nord-est, les chrétiens dans leurs enclaves, comme si en l'absence de l'arbitre ottoman, les communautés avaient retrouvé instinctivement leurs anciennes frontières confessionnelles, mais cette fois sans le système juridique qui les empêchait de se massacrer. L'Irak, créé en 1920 par les Britanniques en assemblant 3 provinces ottomanes qui n'avaient jamais formé une unité politique, Mossoul au nord, Bagdad au centre, Bassora au sud. Chiites, sunnites, kurdes, turkmènes, chrétiens assyriens. En 2003, l'invasion américaine retire le couvercle. Ce qui explose n'est pas une surprise. C'est le résultat prévisible de 83 ans de pression artificielle sur des communautés que personne n'avait jamais vraiment réconciliées. La Palestine. Le mandat britannique de 1920 promet simultanément, dans des textes officiels contradictoires, un foyer national juif aux sionistes
et la préservation des droits des Arabes. On peut appeler ça une erreur diplomatique. Mais les Kurdes qui vivent aujourd'hui entre 4 frontières qui ne les reconnaissent pas, eux, ils appellent ça autrement, des siècles de coexistence effacés d'un trait de plume à Lausanne. C'est la destruction délibérée du modus vivendi ottoman qui, aussi imparfait qu'il était, avait maintenu juifs, chrétiens et musulmans dans la même Jérusalem pendant des siècles. En 1914, Jérusalem compte 45 000 habitants, 45% musulmans, 44% juifs, 11% chrétiens. Tous sous administration ottomane, tous vivants. Et puis il y a Erdogan. Depuis 2002, le président turc mène ce que les analystes appellent le néo-ottomanisme, une politique étrangère qui revendique explicitement l'héritage impérial ottoman comme légitimité géopolitique. La Turquie intervient militairement en Syrie, en Libye, au Haut-Karabakh. Elle finance des mosquées dans les Balkans. Elle ouvre des écoles turques dans d'anciennes provinces ottomanes. En 2020, Erdogan convertit Sainte-Sophie, basilique byzantine depuis 537, musée depuis 1934, en mosquée active. Geste symbolique parfaitement calculé, rappeler au monde que Istanbul fut Constantinople et que l'héritier de Mehmed II est toujours là. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la stratégie. Aujourd'hui, le fantôme ottoman continue de façonner le monde. Les frontières de 1923 saignent en 2024. Et la question que personne ne pose vraiment, parce qu'elle est trop inconfortable, c'est celle-ci. Et si le problème n'était pas l'Empire, mais sa destruction? Et si les États-nations qu'on a construits sur ces ruines étaient fondamentalement inadaptés aux réalités humaines du Moyen-Orient, comme ils l'étaient aux réalités humaines des Balkans, comme ils l'étaient aux réalités humaines du Caucase? Ce n'est pas seulement une question historique, c'est la question politique la plus urgente du XXIe siècle. Et nous n'avons toujours pas de réponse. Agop Minsouri a passé sa vie à tamponner des lettres rédigées dans 5 langues différentes. Et il n'a jamais pensé que c'était remarquable, parce que pour lui, ça ne l'était pas. C'était juste le monde, l'ordre, la paix, la civilisation. On parle de ces mots comme s'ils étaient des acquis. L'Empire ottoman a duré 600 ans, en sachant exactement ce qu'il coûtait à maintenir. Nous, on a mis beaucoup moins de temps à l'oublier. C'est un équilibre que des générations entières ont appris, lentement, à tenir debout. Et qu'une seule génération, convaincue de bâtir quelque chose de mieux, peut détruire en 9 ans. Les lignes qu'on trace sur les cartes ne restent jamais sur les cartes. Si cette vidéo a soulevé une question dans votre esprit, c'est probablement celle-ci. Est-ce que l'Empire ottoman était vraiment une exception? Ou est-ce que d'autres empires ont trouvé des solutions similaires à la question de la diversité et les ont également perdues? La prochaine vidéo répond à exactement cette question, avec un empire que vous n'attendez pas, dans une région que vous n'imaginez pas, et une chute qui ressemble de façon troublante à ce que vous venez d'entendre. Elle arrive bientôt. Vous savez quoi faire.